bienvenue parmi nous. Donc, nous vous proposons aujourd'hui un atelier de Liberating Structure. Mais d'abord, je vais commencer par nous présenter. Isabelle Proust, qui fait partie de la MFR, Mission France Recouvrement, et qui est aujourd'hui Product Manager sur portailpro.gouv. Moi-même, Amélie Guyot, Soprasteria, je suis RTE sur le même portailpro.gouv, et Alexandre Aymar qui nous a aimablement rejoint et qui est référent agile pour service public et Scrum Master sur la PIM. Et c'est lui qui, le premier, m'a appris l'existence de Liberating Structure qu'on a commencé à expérimenter sur portailpro.gouv. Donc, si nous avons aujourd'hui choisi de faire une session, un atelier sur ces liberating structures, c'est parce que c'est un outil qui nous a paru à la fois extrêmement simple de mise en œuvre et terriblement efficace pour parler de nos problèmes. Si je fais un très rapide historique sur les liberating structures, on a un livre, tout simplement, qui est sorti en 2013, qui a été écrit par des personnes qui avaient travaillé chez Médecins Sans Frontières et qui travaillaient dessus depuis la fin des années 90 et qui ont donc proposé 33 méthodes dans ce livre qui, je cite, sont en fait des outils de facilitation de travail collectif et qui ont pour but de développer l'intelligence collective, d'innover, de résoudre des problèmes ou encore d'améliorer les performances. Donc c'est de nouvelles méthodes de travail pour résoudre différents problèmes que les organisations pourraient rencontrer. Sur Portail Pro, on a commencé à les utiliser. Surtout sur nos rétrospectives, on avait eu un retour des équipes qui nous disaient que les rétrospectives commençaient à devenir ennuyeuses, toujours répondre aux mêmes questions de la même manière. On en tirait des plans d'action, mais c'était pas très productif non plus. Et on a par exemple expérimenté sur la liberating structure qui s'appelle TRIZ et qui inverse un petit peu la manière d'aborder le problème. C'est qu'elle pose la question: qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire pire ? Vraiment, pour faire échouer. Et donc, elle propose un processus en 3 étapes. D'abord, on répond à la question, on fait une liste de choses qu'on pourrait faire pour faire pire. Et puis, dans la deuxième étape, on regarde ce qu'on fait effectivement de cette liste, ce qui est en place sur le train, en étant safe sur Portail Pro. Et dans la troisième étape, on essaye de remédier à ces mauvaises pratiques qui ont été identifiées. Donc nous, ce que j'aime bien aussi dans les liberating structures, c'est qu'on n'a pas pris la question initiale proposée par Patrice, on a pris notre propre question qui était: comment pouvons-nous garantir que nous irons le plus lentement possible dans la mise au point de fonctionnalités ? Et ça a donné des résultats très intéressants qu'on a bien commencé à exploiter aujourd'hui. Et donc, ce qu'on vous propose ce matin, c'est d'expérimenter la liberating structure qui s'appelle Wise Roads, donc la sagesse du groupe, dans le cadre d'une question qui concerne la maturité du portail pro. Donc, c'est une vraie question réelle, un cas réel qu'on va vous proposer. Et le processus de cette liberating structure sera un client, Isabelle, va poser une question à un groupe de consultants, 7 volontaires parmi vous, dont Alexandre. Et donc elle va vous poser une question, 2 minutes pour exposer cette question, 3 minutes pour que le groupe de consultants lui demande de clarifier, lui pose des questions pour clarifier le problème initial. Et puis pendant 8 minutes, le groupe de consultants discute ensemble pendant que le client lui tourne le dos, note des choses en écoute active. Et au bout de 8 minutes, Isabelle fera le point sur ce qu'elle a retenu, sur les propositions, les recommandations, les conseils qui auront retenu son attention et qu'elle se propose de mettre en place sur le portail pro. Voilà l'idée. Donc est-ce que nous avons 6 volontaires ? Alors je précise, tout le monde va être actif dans la salle, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas volontaires
vous allez être des observateurs. L'idée, c'est que vous puissiez aussi faire un feedback sur ceux qui ont vécu l'expérience, sur qu'est-ce que vous avez constaté depuis l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est débloqué, qu'est-ce qui a émergé, comment ont changé les interactions au cours de l'échange. Donc, tout le monde va participer. Il n'y a que des volontaires. Merci d'être venu. Merci Alexandre. Et donc, il va y avoir effectivement un groupe qui va jouer le rôle de consultant auprès d'Isabelle, pendant qu'il va y avoir un groupe d'observateurs, et à la fin, les consultants vont... Voilà. On aura un temps prévu effectivement à la fin de 10 minutes environ, si tout est bien, si tout se passe bien, où chaque groupe va pouvoir dire comment il a vécu l'expérience, ce qu'il en retire, ce qui lui a paru bien, moins bien, donc le groupe des consultants, le groupe des observateurs, et Isabelle aussi en tant que client. Voilà, pour qu'on ait un point de vue d'ensemble sur l'utilisation des liberating structures. Alors, je propose à 6 personnes de venir s'installer sur les places qui sont ici, parce que c'est filmé et la caméra permet, je pense, de voilà. Donc, il y a déjà 3 volontaires peut-être. Par les places. Alexandre voilà. prend une place. Pardon. Alors là, j'ai 5 volontaires, 6 volontaires, merci. Et quelqu'un, une dernière personne en bout de salle? C'est très bien. Merci beaucoup. Oui, oui, c'est là. Isabelle, je te propose un moment, je vais te mettre là. Je t'ai renvoyé ce que j'avais noté pour le cadre et je n'ai pas reçu. Un instant, nous avons... Ça va, ouais, c'était pour être sûre de... Voilà. Donc, si vous voulez bien vous tous vous tourner vers Isabelle. Après, c'est moi qui vous tournerai le dos. Donc, pour l'instant, Isabelle a 2 minutes pour vous exposer la question et vous aurez 3 minutes derrière, mais après, il faut vraiment respecter les temps de parole pour essayer d'éclaircir les points qui vous sembleraient obscurs. N'hésitez pas à prendre des notes pour les consultants. Effectivement, c'est un temps d'exposition. Voilà. Merci. N'hésite pas à m'arrêter si jamais je dépasse un petit peu, au bout de 30 secondes. Effectivement, de lancer. Donc le cas d'étude qu'on a retenu est donc un cas, une situation qu'on vit aujourd'hui sur le portail pro et qui, j'espère, est assez générale et partagée pour que ça vous parle aussi. Donc c'est un projet qui a été construit à un rythme assez soutenu, avec des enjeux politiques forts. C'était un produit qui était fortement porté, parce que donc, la mission France Recouvrement dépend du ministère des Finances, donc c'était fortement porté par les politiques. Donc on a vécu 2 années assez intenses de construction, de livraison et de mise en service de nouvelles fonctionnalités, de façon à couvrir le périmètre initial qui nous était demandé. Et maintenant, depuis à peu près 2 ans, on est plutôt sur une phase de stabilisation, une phase de run, qui livre moins de nouvelles fonctionnalités. Et surtout, on est dans un contexte de réduction budgétaire qui fait que d'ici 6 mois, on va se retrouver avec des équipes qui vont être divisées par 2. On avait des équipes assez conséquentes, plusieurs équipes donc agiles, organisées en safe, et on doit réduire par 2 la voilure en termes d'équipes. De façon à continuer à livrer régulièrement des évolutions sur ce produit. En parallèle, on avait une feuille de route qui avait été calée et qui n'a pas été revue. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec des équipes qui se réduisent, mais on a toujours les mêmes objectifs qui sont beaucoup trop importants par rapport à ce que les équipes sont en capacité de prendre. La conséquence, c'est qu'ils ont l'impression aujourd'hui de se disperser, parce qu'on est sur différents sujets à la fois, qui avancent nécessairement moins vite, et dont on voit moins les résultats d'un point de vue utilisateur. C'est-à-dire qu'on livre des petits morceaux, on n'arrive jamais à se dire, là, on vient de livrer quelque chose qui... il me reste 10 secondes, qui apporte de la valeur aux utilisateurs, et donc ça crée un sentiment de démotivation qui accentue ce phénomène finalement de temps perdu pour livrer la valeur. Et le dernier aspect que je voulais évoquer, c'était aussi le fait que les équipes sont beaucoup renouvelées. On a des gens qui sont peu expérimentés, ce qui accentue aussi ce sentiment de lenteur et d'incapacité à livrer ce qu'on voudrait à nos utilisateurs.
Donc la question derrière, c'était comment, dans un contexte d'équipes réduites et d'équipes expérimentées, peut-on encore continuer à motiver les équipes pour qu'ils continuent à innover, à créer de la valeur pour les utilisateurs. Merci Isabelle. Et donc, souhaitez-vous des précisions? Souhaitez-vous des précisions? Moi j'ai une question. Vous avez, donc j'ai compris que c'est un portail qui était en développement depuis 4 ans avec 2 premières années vraiment de construction. Oui, tout à fait. Et depuis la stabilisation, et du coup la feuille de route elle date d'il y a 4 ans ou Non, la feuille de route est revue annuellement, mais il y a toujours beaucoup de choses et trop de choses finalement par rapport à ce que pouvaient prendre déjà en charge les équipes et à plus forte raison dans ce contexte de réduction des effectifs en fait. Voilà. Sur le dispositif, c'est quelle taille à peu près? Aujourd'hui, on a 3 équipes très fonctionnelles, une équipe technique, on a mis comme une équipe agile, une équipe de Ops finalement, qui construisent aussi des choses, et on a une équipe plus orientée automatisation des tests, qui ont vraiment une fonction. Donc aujourd'hui, on a 5 équipes, on risque de diviser par 2 et de devoir réorganiser, se retrouver avec 2 à 3 équipes. Donc 5 équipes de 15 personnes? Non, c'est des équipes où ils sont, aujourd'hui il y a 8 devs, un testeur, un PO, 1 ou 2 analystes, ils sont à peu près une dizaine. D'accord. Voilà, entre 10 et 12. Oui, ça c'est pas loin de ce que vous disiez. Oui. Et quand vous parlez de clients, c'est des clients internes ou c'est les utilisateurs du portail? Non, ce sont des usagers professionnels, ce sont des entreprises. Donc en plus des utilisateurs qu'on a un petit peu du mal à mobiliser et à faire intervenir, puisque voilà, ce sont des gens dans les entreprises. On a un comité utilisateur assez peu représentatif, avec peu de personnes. Qu'est-ce qui rédige cette feuille de route? Est-ce que, par extension, les équipes intègrent, aident à la rédaction de cette feuille de route, à la revue de cette feuille de route? Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne vraiment. Alors effectivement, il y a des besoins qui peuvent être issus de ce qu'on constate de façon opérationnelle, mais très souvent c'est des feuilles de route assez stratégiques qui viennent plutôt d'en haut, voilà, de la direction. J'avais une question par rapport à la capacité à faire. Vous disiez qu'effectivement les équipes ne réussissaient pas du coup à absorber, on va dire, leur charge de travail. J'imagine que vous êtes sous SEC, donc vous travaillez par incrément. Oui. Donc ça veut dire qu'en début d'incrément, en termes de planification des travaux, ils ont une planification des travaux, mais ils n'arrivent pas du coup à réussir l'engagement qu'ils avaient pris. Oui, tout à fait. Du fait que les équipes se renouvellent et que du coup il n'y a pas forcément une stabilité en termes de vélocité, en termes de... C'est ça, il y a effectivement ça, c'est qu'on a un peu du mal à estimer leur vélocité, et en plus on embarque beaucoup trop de choses en parallèle, ce qui fait qu'au bout d'un moment il y a des conflits, des dépendances, et on avance moins vite que ce qu'on estime au départ. Il reste 10 secondes. Et pareil, vous avez parlé de 2 années d'implémentation et derrière de la stabilisation. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est du run en fait? Oui, tout à fait. Est-ce que c'est justifié de diminuer le dispositif Alors, oui, c'est justifié parce qu'effectivement, on n'a plus le même besoin qu'au départ, mais le fait est que cette contrainte budgétaire fait qu'on ne se pose même pas la question. Ce sera, de fait, on va être divisé par 2. C'est vraiment vécu comme une contrainte par les équipes, puisqu'il reste justement plein de choses à faire. On arrête les questions? Juste avant, est-ce que Isabelle, tu peux répéter ta question, puisqu'on a beaucoup discuté, on a apporté beaucoup d'éléments, répète ta question avant que les consultants puissent réfléchir et proposer. Donc la question est de savoir, dans ce contexte de réduction d'équipes et d'équipes peu expérimentées, alors peu expérimentées aussi bien en agilité qu'en gestion de projet, enfin voilà, comment est-ce qu'on peut conserver une dynamique de création et d'innovation de façon à continuer à apporter de la valeur à notre produit, à nos utilisateurs? Merci Isabelle. Et donc maintenant, Isabelle nous tourne le dos, vous discutez ensemble. Isabelle fait de l'écoute active. Et Isabelle, si tu veux, tu as des tableaux blancs. Alors, Tu peux ce que je essayer. disais, c'est que je vais peut-être noter tout ce que vous dites, et comme alors, je dois ensuite, restituer que ce qui me semble voilà. intéressant, je le noterai en restitution. Et donc l'idée
pour vous, c'est non pas d'essayer de sauver Isabelle, mais d'avoir des recommandations, des conseils, parler à la première personne. Moi, dans cette situation, je ferais ça, je ferais ci. Soyez libre, essayez d'innover, n'hésitez pas à proposer des choses un petit peu hors, voilà, qu'on n'a jamais faites. Ne vous limitez pas. Je vous en prie. Moi, je l'ai dit dans ma question un peu, hein, j'ai pas mis sur la feuille de route, la rédaction des feuilles de route, etc., surtout par rapport à leur niveau. Par exemple, je pense que c'est de l'innovation, mais on retrouve souvent quand même ce cas, les feuilles de route descendantes de direction où les équipes sont très faiblement impliquées dedans. Surtout là, il le disait, ces équipes sont toujours renouvelées, qui n'ont pas forcément l'expérience, etc. Donc, requalifier cette feuille de route et même à un second niveau, peut-être que ça peut... Il y a forcément celle qui vient de la direction parce qu'elle est stratégique et ça, c'est injouable, mais comme de la contre-proposition un peu plus opérationnelle, peut être un des éléments de réflexion selon moi. Alors moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'il y a potentiellement un désalignement qui s'est créé entre ce que produisait, ou en tout cas le sentiment de produire des équipes, et la feuille de route. Et peut-être qu'il manque cette, je ne veux pas dire traçabilité, mais ce lien direct entre la feuille de route et ce que cherche à produire on va dire la direction, l'aspect stratégique, et ce qu'ils produisent. Et peut-être qu'effectivement, en réussissant à créer ce lien plus fort entre la feuille de route stratégique et ce que produisent des équipes, et notamment telle fonctionnalité, elle va adresser tel besoin, ça pourrait peut-être créer cet engagement. En tout cas, moi, je pense que La traduire au quotidien. voilà, réussir à la traduire et faire ce Connexion. lien pour que même les équipes puissent s'autosaisir en disant effectivement, ça c'est prioritaire par rapport à la feuille de route, et que ça soit. Donc, vas-y, a priori, Moi, j'ai une remarque pareille. Dans son discours, elle parle d'une feuille de route il y a 4 ans, il y a 2 ans. Enfin, on n'est pas du tout sur un cycle itératif. On n'est pas dans une phase de transprint, 3 ou 4 incréments par an. Mais peut-être du coup, pareil, elle parlait peu de valeur ajoutée utilisateur. Peut-être ramener la notion de MVP aussi, pour que chacun s'en saisisse sur une courte durée, sur un incrément. Voilà. Oui, on va apporter de la valeur à l'utilisateur, même si on ne connaît pas bien l'utilisateur. On a nos experts dans les équipes qui disent là, on a une chance d'avoir un livrable, un quick win, une création de valeur. Dans la question, justement, pour parler des utilisateurs, il y avait une question de motivation. Moi, je crois beaucoup à la motivation par le sens, et en particulier de voir l'effet qu'on produit sur les utilisateurs. Ils sont en déficit apparemment de contact direct avec les utilisateurs, avec un collectif peu représentatif, des gens qui ont peu l'habitude. Donc, je pense que c'est un moyen d'apprendre à un domaine, de retrouver du sens. Donc, si j'étais dans cette situation, je chercherais à renforcer le lien avec les utilisateurs finaux. En complément de ce que tu dis, je pense qu'il y a un point aussi au niveau de l'équipe. Si l'équipe effectivement a vécu une dynamique un peu particulière et l'a introduit, je pense qu'il faut aussi pouvoir les remotiver de façon intrinsèque chacun pour les remettre dans cette dynamique en fait qui va complètement changer. Alors moi j'ai noté, il y avait un sentiment de démotivation, de perte de sens aussi. Et moi je sais que je partirais sur un outil de motivation intrinsèque pour reconstruire tout ça autour de cette nouvelle vision et qui va venir soutenir en fait peut-être la construction de cette nouvelle roadmap aussi, où ils vont pouvoir participer, mais bien comprendre dans quoi on s'inscrit. Je pense que la dynamique de groupe là va avoir un gros impact et pour moi c'est plus compliqué à gérer. Je t'en prie. Moi, j'avais 3 idées comme ça qui me sont venues en vous écoutant. La première, c'est peut-être s'interroger aussi sur les moments pendant lesquels il y a des démos des développeurs vers les utilisateurs, un moment d'échange entre eux. Ça peut être à la maille de l'incrément, par exemple, une système démo. La deuxième, c'est la fréquence de delivery. Est-ce qu'on livre chaque sprint? Est-ce qu'on livre plutôt en fin d'incrément? Est-ce que c'est suffisamment régulier pour être mis en production? Et la troisième, c'est plus dans SAFe, le concept d'innovation and planning. Donc un sprint durant lequel les développeurs, enfin les équipes peuvent être amenées à échanger entre elles sur de l'apport de nouveaux concepts d'innovation, où elles ont plus la main justement, et toujours en lien avec les axes stratégiques. Est-ce que ça a déjà été mis en place
J'ajouterais effectivement le complément d'accompagnement des équipes, parce que c'est des équipes inexpérimentées. Même si effectivement il y a une réduction de budget et que l'équipe va diminuer, on va être toujours dans cet environnement peut-être de compétences mal acquises. Donc essayer effectivement de voir comment est-ce qu'elles peuvent être accompagnées en termes de compétences techniques, peut-être de parler davantage sur les différents applicatifs qui touchent le portail, et puis peut-être aussi au niveau de l'agilité, un accompagnement au-delà de la technique, un accompagnement sur l'agilité. Je vais juste compléter un élément. Quand tu disais le contact client, je pense qu'effectivement, il y a un quick win qui est effectivement trouver des indicateurs ou des éléments, pas des indicateurs, des éléments qui permettent de mesurer effectivement l'adhésion des clients, le succès, qui permettrait de rassurer les développeurs ou les équipes. Ce qu'elles ont produit, ben voilà, ça a rencontré tel public de manière très rapide, tout en reconstruisant effectivement un lien à moyen terme vers les clients. Mais je pense que le lien client, il ne va pas pouvoir se recréer comme ça tout de suite. Donc, sans aucun doute qu'il faut réussir à trouver au niveau des outils qu'ils ont déjà, comment on mesure et comment on peut faire ce feedback aux équipes que oui, ça a rencontré un public, ça a rencontré un succès. Mais c'est un portail, il y a peut-être aussi des, ouais, non, mais ça, des c'est connexions. C'est ça, mais voilà, le premier axe, c'est pour recréer cet aspect client, je pense qu'on a des informations qui sont techniques qui permettraient de rassurer, accompagner et... Pardon, je crois que tu voulais pas... Oh non, c'est parfait. Moi, je repensais à cette histoire de feuille de route aussi, parce qu'on a peu questionné sur la façon dont elle était formulée. Il peut arriver que bien qu'elle ait le nom de stratégique, soit formulée un peu en fonctionnalité à délivrer, pas toujours en objectif, et ça peut être difficile à aborder ensuite quand on est confronté à des problèmes de capacité, quand en fait on a des livrables qui sont là. Donc peut-être y a-t-il moyen de reformuler la feuille de route pour que elle soit plus propice à s'adapter à des capacités qui vont réduire en parlant de KR. Enfin, je sais pas à quoi elle ressemble, on n'a pas pu poser de questions. Elle parlait aussi d'une multitude de projets et du coup les équipes étaient dispersées. Donc peut-être que ça doit passer aussi par la feuille de route. Prioriser plus en fonction d'objectifs. Moi, ça me fait penser... Pardon, vas-y. Moi, ça me fait penser effectivement, on va dire, à tout ce qui est tout l'aspect portfolio management de Safe en tout cas. Mais dans le contexte d'une réduction budgétaire, je pense que ça peut être intéressant en tout cas de se poser la question, est-ce que finalement réfléchir en portfolio avec des budgets qui sont alloués et donc des safe, enfin des rails qui évitent tout débordement et qui permettraient d'adresser en même temps l'aspect stratégique, la diminution du budget pour qu'il soit au bon endroit de la meilleure manière, ça fait partie des aspects qu'en tout cas je réfléchirais dans ce dispositif, quoi. Si l'équipe elle est en prévision du départ en fait, des membres de l'équipe, j'essaierai aussi d'identifier en fait les compétences. J'ai compris qu'il y avait des gens qui potentiellement n'auraient pas toutes les compétences, donc je pense que je cartographierais les compétences existantes en fonction des membres de l'équipe qui existent et que je verrai en fonction des départs vers là où est-ce qu'on a en fait des trous. Et avant que les gens s'en aillent, j'essaierai de voir comment on peut rééquilibrer par des formations, par des pairs, par des éléments pour s'assurer en fait que les gens qui vont rester ne soient pas complètement perdus et qu'on ait vraiment un transfert de compétences au fil de l'eau. Mais j'aurais vraiment cartographier les compétences avant d'identifier qui part, pas qu'il y ait des trous dans la raquette. Et dans un aspect plus informel, trouver des moments aussi collectifs pour réunir autour d'un petit déjeuner, autour d'un moment au déjeuner ou des jeux avec il y a plein de manières des gaming plus formels sinon mettre en place aussi. Fêter les succès. Merci beaucoup. Le temps est écoulé. On va laisser un petit peu de temps à Isabelle, 1 minute à Isabelle pour relire. Avez-vous aimé l'exercice ? Ça s'apparente un peu au codev. Oui. Ça fait partie des éléments, je voulais vérifier lequel était né en premier parce qu'effectivement ça ressemble pas mal. Alors Isabelle, tu as 2 minutes. 2 minutes, oui. Alors le but c'est que Isabelle nous dise ce qu'elle a retenu, ce qu'elle pourra se dire de mettre en pratique effectivement sur le portail pro. Donc il y a eu plein de choses, mais on ne va pas tout citer maintenant, je pense. Ou peut-être que si, je ne sais pas. Je t'en prie. J'ai essayé par rapport à tout ce que vous avez dit, parce que vous avez dit beaucoup de choses, de peut-être le reprendre du plus stratégique au plus opérationnel en accompagnement.
Donc, dans les propositions que vous faites, il y a quelque chose qui démarre dès la mise en place des activités d'une année, c'est de revoir la façon dont est faite la feuille de route, où effectivement aujourd'hui c'est une liste de fonctionnalités, hein, enfin voilà, plus ou moins stratégique d'ailleurs. Enfin, voilà. Donc essayer de faire en sorte qu'on soit plus sur des objectifs à remplir plutôt que des items clairement identifiés, ce qui donne un peu plus de variation quand on a des équipes réduites. Donc voilà, il y a des objectifs et pas des engagements fermes. Peut-être avoir une passe opérationnelle sur cette feuille de route, c'est-à-dire effectivement il y a les enjeux stratégiques, mais peut-être la présenter dans un moment de discussion avec les équipes pour qu'ils puissent donner leur vision opérationnelle de ce qu'on va leur demander de faire sur l'année à venir. Ce qui permettra donc cette première adhésion sur l'année. Ensuite, en deuxième point, j'avais noté ce qui était le point 3, c'est pour les accompagner. Alors, attendez, je les ai notés. Oui, donc ça permettrait déjà d'aider à redonner du sens auprès des équipes, et pour qu'ils adhèrent, une fois qu'on leur a donné du sens sur la vision à venir, c'était aussi avoir une cartographie de la situation, finalement des compétences de l'équipe, pour pouvoir éviter une plus forte perte de compétences ou de connaissances, et les accompagner éventuellement à travers cette feuille de route. 10 secondes. 10 secondes, voilà. Donc il y avait l'accompagnement des équipes. Et ce que j'ai noté aussi, c'est que, oui, alors dans la déclinaison ensuite opérationnelle de la feuille de route, je pense que sur les moments ou les cérémonies agiles, refaire le partage de l'avancement, parce qu'aujourd'hui il y a on met peut-être pas assez en évidence ce qui est réalisé au regard de la feuille de route, pour montrer qu'il y a des choses qui sont produites. Et aussi présenter le ressenti des utilisateurs en exploitant mieux tous les indicateurs qu'on peut avoir, voire aller jusqu'à un moment d'échange, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a un comité utilisateur qui n'est pas forcément en relation directe avec les devs. Alors, par le biais de démos, par le biais de leur association à nos comités, ça peut aussi leur donner un contact direct, et donc montrer que ce qu'ils font a un sens et produit de la valeur pour les utilisateurs. C'est hyper synthétique, j'essaie de le reprendre dans l'ordre. Voilà. Merci. Il nous reste donc 10 minutes à cette session, et on va passer au ressenti, à ce que vous pensez de cette expérience, comment vous l'avez vécue, et je vous propose de commencer par les consultants. Qu'avez-vous pensé de votre rôle, de la manière de l'aborder, de l'interaction avec le client? Moi, je trouvais ça intéressant. La partie qui m'a un peu frustrée, c'est de ne pas pouvoir lui reposer des questions quand on échangeait. Oui. Mais voilà, mais je trouvais ça intéressant justement d'échanger. Puis on voit qu'on avait peut-être des couleurs un peu différentes au niveau de la façon d'approcher les choses. Donc c'est hyper intéressant. Oui, pour compléter, je trouve que rien qu'à 7, en fait, finalement, il y a plein de visions différentes, et c'est très complémentaire. Et en priorisant, je trouve ça intéressant, l'exercice de priorisation aussi, pour savoir où est-ce qu'on veut mettre de l'effort. Et finalement, c'est un délai réduit. Alors oui, c'est un peu frustrant parce que c'est court, mais en fait, on se rend compte qu'en une demi-heure, on arrive à déjà sortir en 8 minutes. En 8 minutes, vous avez donné énormément d'idées, effectivement, je trouve. Moi, j'aime bien l'idée qu'on ne connaisse pas trop de détails, en fait, parce que sinon, par empathie, on finit par nous aussi être pris dans on n'y arrivera pas. Enfin, c'est difficile, on n'y arrivera pas. Et là, on se permet de dire des choses qui peut-être ne s'appliquent pas, sont pas possibles, mais on se sent libéré. Tout à fait, oui. On n'en sait pas assez pour pouvoir s'auto-censurer, en fait. Moi, j'aime bien ça. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que alors c'est pas la première fois que je le fais, mais très souvent, je finis avec des idées que je ne pensais pas avoir au début. C'est-à-dire que, par effet de rebond, ça alimente une réflexion qui va plus loin que ce que j'aurais réussi à produire tout seul ou dans mon coin. C'est-à-dire que, comme tu disais, on a des colorations très différentes, je pense. Ce qui fait que, par effet de rebond, j'ai rebondi effectivement sur les utilisateurs, la distance aux utilisateurs. Je suis revenu avec les indicateurs. Après, tu as parlé des équipes. Enfin, je trouve qu'on s'auto-alimente, et le fait qu'on n'ait pas les retours du client nous permet de rester relativement neutre par rapport... on est entre collègues, quoi. Ouais, puis on est entre collègues, c'est-à-dire qu'on n'a pas de...
Oui, il y aurait ne serait-ce qu'une phrase en disant mais ça on l'a déjà tenté. Du coup, ça Ouais, peut ça tout peut être- tout. sans juger. Oui. Côté observateur, comment avez-vous vécu cette expérience? Qu'en avez-vous pensé? Alors moi je me vois dans un codel. Je vois pas de- Possible. Voilà, de nouveautés par rapport à ça, je suis désolée. Du coup, ça met en avant la richesse des échanges et l'apport de chacun avec sa sensibilité pour apporter une réponse. Donc oui, c'est très intéressant. Et je me posais une question, c'est à quel moment intervient la question du scénario du pire dans cette démarche dont vous parliez Alors, j'avais donné un exemple en premier lieu dans la présentation d'une rétrospective. On avait joué la Liberating Structure Trees. Là, c'était la Liberating Structure Wise Growth. D'accord. Donc, c'était pas la même, effectivement. Ok. Pardon, je n'avais pas été assez. Ce que je trouvais très intéressant, après c'est un peu érodite aussi, mais forcément il y a voilà, différents opinions, différents profils aussi qui vont apporter des choses qui vont se compléter aussi en termes d'idées. Moi ce que j'aime bien c'est avoir des idées à différents niveaux, que ce soit au niveau stratégique, opérationnel, qui puissent s'appliquer à plus ou moins long terme aussi. Et du coup d'avoir une vision un peu plus globale en fait de ce qu'on a à gérer et pas juste se focaliser juste sur un élément alors que c'est plus porter une vision globale pour pouvoir régler différents problèmes parce que ça se situe au niveau stratégique et opérationnel. D'où l'importance effectivement d'avoir parmi les consultants des personnes qui viennent de domaines totalement différents, qui ne se connaissent pas, qui ont des expériences diverses et variées pour partager un maximum de choses. Est-ce qu'il y a d'autres... Dans cette configuration de consultants, tu parlais de collègues, est-ce qu'il y a moyen d'intégrer un des sponsors du projet parce que je suppose qu'on ne lance pas un projet d'un portail comme ça il y a 4 ans sans avoir un fort sponsoring au niveau de la DG qui doit forcément avoir peut-être une opinion, une conscience du fait qu'en réduisant des budgets par 2, les choses ne vont pas se dérouler de la même façon tout à fait après. Alors, si Jacques était dans votre groupe, ça aurait peut-être posé cette question. Mais, la question, je la retourne dans le sens où est-ce qu'on peut aussi mixer dans cet exercice avec des profils qui sont peut-être un peu plus jugés partis ou un peu plus et peut-être moins neutres. Peut-être un observateur. Moins neutre. De toute façon, tous les profils sont les bienvenus. Pourquoi pas aussi quelqu'un qui serait plus sponsor aurait peut-être une autre manière d'envisager les choses, pourrait proposer quelque chose. Mais je crois que la neutralité est quand même assez intéressante sur cette liberating structure. Le foisonnement d'idées. Donc avoir quelqu'un qui est jugé parti m'ennuie un petit peu. Mais franchement, on s'empêche rien. Pourquoi pas? Et on aurait même pu imaginer que ce premier tour ne soit pas satisfaisant et d'en faire un second, avec une question, soit en variant un petit peu la question, soit en changeant les consultants. On peut recommencer plusieurs fois l'exercice. Honnêtement, moi, je m'empêche rien. Pourquoi pas? Je crois que ce qui a été relevé, c'est que le fait qu'on ne connaisse pas le contexte permet de tout imaginer, donc ça apporte quelque chose. Donc quelqu'un qui connaîtrait, qui serait en plus jugé parti, ça serait plus compliqué, mais pourquoi pas? Mais c'est-à-dire que l'exercice, vous le faites aussi avec des observateurs? Non, généralement, c'est en rétrospective. C'était Là, c'était vraiment, oui. Oui, tout à fait. Ouais, tout à Alors, fait. des observateurs. Pour l'avoir déjà fait, je l'ai déjà fait avec des observateurs. Après, il faut effectivement bien mettre on va dire les règles du jeu. C'est-à-dire que les observateurs doivent être, comme l'était Isabelle, un peu éloignés, comme vous l'étiez. Là, il y avait une distance. Quand on discutait, on était vraiment... Enfin, moi, en tout cas, j'ai ressenti la bulle. Vous étiez là, on le savait consciemment, mais à aucun moment, on a tenu compte, est-ce que je vais être ridicule par rapport à mon chef, à mon collègue, Donc, il faut avoir cette distance, même physique, pour que ça n'entre pas dans le cercle de discussion. Et à partir du moment où, effectivement, on est clair sur le fait qu'il n'y a pas d'interaction pendant les 10 minutes que dure l'exercice, que, effectivement, il n'y aura pas de conséquences, on va dire, au-delà de ce qui s'est discuté,
c'est plutôt positif pour les auditeurs, dans le sens où bien souvent ils repartent avec des solutions qui ne sont pas obligatoirement applicables, mais qui va les faire rebondir et alimenter d'autres réflexions dans un autre contexte, ou même qui va faire évoluer potentiellement de manière diffuse leur position. C'est-à-dire que bien souvent, quand on va être dans ce type de discussion, si on est jugé parti, on a... Ah, je parle trop, pardon. Non, je t'en prie, vas-y. On a l'envie de défendre son idée ou sa décision. Limite, en fait, dans le faire dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre du programme, dans le cadre du train, c'est l'équipe, ce sont les équipes Tout à fait. qui savent dans un C'est plan pas de les la mêmes tête qu'elles questions vont qu'on diviser par posera. deux. C'est compliqué pour elles de s'extraire de cette identité en fait. Enfin, On choisira la liberating structure en fonction de l'auditoire, effectivement. Je vous propose de passer peut-être juste par rapport à la réflexion que vous faisiez. Alors je pense que ça dépend des organisations, mais je sais que chez nous, alors il y a des cadres où on peut faire intervenir justement les porteurs du projet qui sont aussi un peu la hiérarchie, mais ce qu'on a pu constater, c'est que leur présence même en tant qu'observateur souvent bloque la parole. Et que quand on réunit les équipes opérationnelles, alors on peut mettre des devs, des testeurs, des PO, etc. Enfin voilà, des compétences différentes ou des points de vue différents, mais tant que c'est entre gens opérationnels, les gens se sentent libres de parler, et il y a toujours une certaine réserve, et donc peut-être moins de fusion d'idées comme vous avez pu l'avoir si on a peur de dire une bêtise de la hiérarchie. Ça peut être aussi la limite même en tant qu'observateur. Mais il faut ça dépend, je pense que ça dépend du fonctionnement de l'organisation. Et en tant que client, comment as-tu vécu en tant que client, je trouve que ça va très vite parce que les idées fusent dans tous les sens. Donc il faut vraiment pouvoir noter, ou je ne sais pas si c'est dans un cadre réel, peut-être pouvoir enregistrer enfin oui, mais là, parce que c'est JD, mais sinon de pouvoir avoir le retour de façon plus détaillée. Ce que vous avez dit, je vous rejoins, je trouve ça hyper intéressant parce qu'effectivement, l'un exprime une idée, ça fait rebondir l'autre, etc. Et finalement, on creuse l'air de rien un même fil d'idées, et on se retrouve, comme vous l'avez dit, avec une vision beaucoup plus large que la simple problématique de fonctionnement ou de motivation d'une équipe, puisqu'on est remonté à la feuille de route jusqu'à l'implication des utilisateurs. Et je trouve ça très intéressant de pas se limiter juste au périmètre du problème, mais de se dire peut-être qu'il peut être traité sur toute la chaîne de fonctionnement, depuis l'initiation jusqu'au traitement très opérationnel. Donc là, en quelques minutes sur cet exemple-là, je trouve qu'on trouve plein de choses qui permettent de faire un plan d'action, parce que l'idée, c'est quand même ça derrière, et à différents niveaux. Enfin voilà, ça me semble très facilement exploitable derrière, en tant que client. Merci. Il reste 1 minute. Je vous propose de faire un rôti sur cette expérience, sur votre expérience. Donc, on vote de 1 à 5. Vous votez 1 si vous êtes déçu, vous passez votre tour. Votez 2 s'il faudrait revoir, vous n'êtes pas convaincu. Vous votez 3 si c'était pas mal, mais pourquoi pas. Vous votez 4 si c'était super que vous alliez sur le site de Liberating Structure pour vous renseigner. Et 5 si c'était canon et vous le mettrez en place dès demain. Donc je vous en prie, on vote à main levée. N'hésitez pas, soyez honnêtes, sincères. Avec les doigts. Avec les mains, pardon, un rôti. Et tu votes aussi. Je vote aussi. Merci. Oui. Tous les votes 3, 4, 5, vous baissez la main. Et donc, voilà. Je vous en prie, si vous voulez bien expliquer le 1. Ça m'a pas apporté grand-chose. En fait. D'accord, Voilà. Très bien. Merci. Mais Merci j'aurais quand même beaucoup. creusé le scénario du pire. Ouais, moi aussi. Et je vous encourage à aller regarder. C'est assez ludique. Alors, Je vous encourage à aller regarder sur le site de Liberating Structure. C'en est une qui s'appelle TRIZ, T-R-I-Z. Le site est très très bien fait. Il vous donne le procédé, le processus. Il vous donne des alternatives. Il vous donne les bonnes façons de faire. C'est vraiment très intéressant. Et je vous remercie. Et on me dit que c'est fini. Et dernier point, les Liberating Structure, ça va de 300 personnes à 5 personnes. Oui. C'est vraiment très large. Vous allez avoir plein d'outils qui vont dans... C'est pas seulement adresser un problème, c'est aussi faire des cartographies de projets, c'est des cartographies de problèmes. Et tout ça avec un matériel minimum. Normalement, en 5 minutes, vous montez un atelier. Voilà. Donc N'hésitez allez vous pas. renseigner en Oui. tout cas. Et merci beaucoup pour Merci votre beaucoup pour la participation. participation. Merci. Merci.